aussi noté avec grand intérêt la proposition de faire obligation aux formations politiques de présenter sur chaque liste de candidats au moins 30% de femmes. C'est certes un progrès notable, mais qui ne garantit pas une augmentation sensible de la représentation féminine dans les assemblées délibérantes. Et puisque les femmes constituent la majorité de notre population et le vivier de la créativité nationale, je propose donc que nous fassions mieux dans cette optique. J'invite le législateur à examiner la possibilité d'ajouter dans chaque circonscription de 3 sièges ou plus un siège pour lequel la compétition serait ouverte aux femmes. Dans la plupart des couples à Kinshasa, la capitale, seul l'homme sort le matin pour aller au travail alors que la femme reste faire le ménage et s'occupe des enfants bien qu'elle ait étudié. Et parmi les causes décelées figurent la jalousie du mari ou encore la peur que son épouse soit harcelée par son employeur. C'est ce que nous confient certaines femmes rencontrées. Parce que ce métier nous sale. Nous savons aussi la seule moisson sale. Nous savons la moisson pétée. Nous avons employé. Nous avons parité. Pour moi, c'est pas ça. Tout le monde a RCA, Camille territoire de la conférence, c'est le président. On est présidente. RCA qui donc pourquoi mon balle pour moi c'est ça. On a parité. Pour bas va travailler. Des messieurs moi peut passer par postuler. Bas c'est pas travailler pour moi. Pendant gardienne, qui école primaire, qui assistance du diplôme d'état, qui a côté université. Ici, si on voit ça là, yo mobile au pectoral ça la tête. Moi si vois ça là parce que mobile pas ça là, moi si pas ça. Yo mobile quand on a confiance en moi si na yo. Moi si peut faire confiance en mobile na yo. Comme si ba le bakao, moi si on soit ça là, a comme ni ba makamo ko na ba. Moi c'est ça là je mobile passe ça de Rwanda ko mbongo na bino suka sanza, oza bo moko bo sangisi, bo sali budget na bino. L'une d'entre elles interpelle les autorités du pays à réagir face aux harcèlements dont les femmes sont victimes en allant chercher de l'emploi. Moi na père ziba point na ye professeur zo kata moi na ba point kwa ka nini abimana mwana eta malamu te. Sachez femmes que parmi les conclusions retenues au cours de la 7e table ronde de première dame des chefs d'État et du gouvernement du COMESA figure la création d'une police contre l'harcèlement fait à l'égard des femmes en République démocratique du Congo, tel que déclaré par la présidente de la 7e table ronde, Marie-Olive Lembe Kabila. En milieu rural, très peu de femmes apprennent un métier professionnel. La majorité, près de 90 d'elles, s'adonnent aux activités traditionnelles héritées de leurs parents, à savoir le petit commerce, les activités de transformation des produits agricoles, l'agriculture. De plus en plus, ces deux milieux ruraux sont réduits à un chômage qui ne dit pas son nom. Pour plusieurs raisons, la première repose essentiellement sur les perceptions dites traditionnelles qui relèguent la femme au second plan, qui l'aperçoivent comme un être inférieur qui n'a pratiquement droit à rien. Beaucoup d'hommes en milieu rural se disent encore que quand la femme sera épanouie financièrement, elle ne sera plus soumise à nos ordres. Elle risque de commencer par poser des actes contraires à l'éthique. Il y a le non-accès de ces femmes à la terre, aux opportunités des microcrédits,
l'analphabétisme et bien d'autres maux tels que la polygamie dans laquelle elles végètent et qui souvent constituent des pressions psychologiques qui ne permettent pas souvent à ces femmes de s'épanouir, de se libérer, d'entreprendre. La jalousie des hommes en milieu rural empêche à cette dernière d'entreprendre et d'aller loin. Même si une minorité s'efforce, elles ne font pas du tout le poids. Les naissances trop rapprochées, l'absence de l'espacement de naissance empêche également à la femme d'entreprendre. Il faut savoir qu'une femme limitée au ménage a très peu d'opportunités d'activité et met beaucoup d'enfants au monde. Vu l'inaction, l'inactivité sont source de l'oisiveté qui pousse souvent la femme à des loisirs, la prédisposant à la procréation, aux activités sexuelles incontrôlées. Autre conséquence, c'est l'abandon ou le peu d'entretien des enfants, car les hommes en milieu rural, surtout pendant les saisons sèches, interviennent très peu. Les maris polygames n'arrivent pas à subvenir réellement aux besoins des enfants. Voilà que la femme, étant à la maison, ne dispose d'aucun pouvoir financier. Les maladies, le taux de mortalité des enfants qui augmente, y figure aussi. On assiste pour la plupart du temps à des tensions dans les ménages. Tout ceci crée des sérieux problèmes pour le développement à la base, parce qu'une femme économiquement autonome participe mieux au développement de sa petite famille et de sa communauté que l'homme. Au niveau national, la femme qui ne travaille pas véritablement ne participe pas à l'économie nationale. Tout ceci réjaillit sur le sous-développement. Entre autres, nous pouvons citer leur alphabétisation, la lutte véritable contre les préjugés sexistes et traditionnels qui pèsent encore sur cette dernière en milieu rural. L'intensification de la sensibilisation sur les lois qui les libèrent, notamment le code de la famille qui, entre autres certaines dispositions, donne un droit égal et équitable à l'homme comme à la femme. Son application véritable libérerait beaucoup la gente féminine. Nous pensons également à la mise en place des structures et mécanismes internes d'appui financier aux femmes, leur formation aux nouvelles méthodes de production agricole et de transformation de produits pour leur meilleure commercialisation. On doit les encourager au regroupement au niveau des villages et surtout leur participation aux instances de prise de décision. Une condition sine qua non pour que la femme dite sexe faible puisse mieux intervenir dans les différents programmes de développement à la base pour plaider pour leur cause. Il faut être femme pour mieux défendre les causes de la femme. C'est vrai que les hommes le font, mais ils ne le font pas autant qu'elles-mêmes. L'appel principal aux hommes, c'est de leur faire comprendre que le développement de la femme est égal à celui de l'homme, de la famille, de la société, ainsi que de la République démocratique du Congo. Les hommes ont intérêt à dialoguer davantage avec leurs épouses sur les questions existentielles, sur les questions de développement de leur activité. Cet appel est une prise de conscience davantage à accompagner véritablement les femmes afin que ces dernières les appuient, ainsi que la scolarisation des enfants et leur prise en charge sanitaire et nutritionnelle. Chers compatriotes, à l'occasion de la commémoration du 54e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale, je rends hommage aux pères de l'indépendance pour leur combat héroïque qui a permis de sortir notre pays du joug colonial et de rendre au peuple congolais sa dignité et la maîtrise de son destin. Par-delà ce souvenir, la date du 30 juin est aussi une interpellation de générations présentes et à venir, car elle rappelle à chacun de nous, autant qu'à l'ensemble de notre peuple, l'obligation de maintenir notre pays libre et uni, et de travailler sans relâche à son émergence et à sa prospérité. Comme vous le savez, depuis une vingtaine d'années, l'Est de notre pays a été le théâtre d'agressions, de guerres, de mouvements armés et de rébellions. Grâce à la montée en puissance de nos forces armées et de sécurité, nous y avons mis fin. Voilà pourquoi le 30 juin de cette année est placé sous le signe d'un hommage vibrant et solennel que nous leur rendons. Elle mérite en effet cet honneur
pour la victoire combien décisive sur toutes les forces négatives venant de l'extérieur, celles basées à l'intérieur du pays et sur les partisans de la division et de la soumission de notre peuple. Cette victoire sur le champ de bataille, nous la devons au savoir-faire et à la bravoure de nos forces armées et de sécurité. Nous la devons aussi au mariage entre notre armée et notre peuple. Mus par une volonté commune et une détermination à toute épreuve de sauvegarder l'unité nationale et l'intégrité territoriale du pays. Nous la devons enfin à l'appui des amis de notre peuple à travers le monde. La démonstration a ainsi été faite de la plus belle manière que la République démocratique du Congo peut être attaquée de l'extérieur, voire trahie par certains de ses fils, mais elle demeure grande et digne. J'annonce solennellement à la nation congolaise que nos forces armées ont le contrôle absolu de l'ensemble du territoire national. En effet, depuis fin 2013, il a été mis fin à la rébellion et à la guerre dans plusieurs contrées du pays. Le mouvement terroriste qui opérait dans le Grand Nord, au Kivu, ont été éradiqués. La plupart des groupes armés ont adhéré à l'ultimatum de dépôt de leurs armes. C'est ainsi que près de 4500 éléments ont déposé leurs armes. Le processus est en cours avec le FDLR, dont plus ou moins 200 éléments se sont déjà rendus. Une fois de plus, je rappelle que tout ceci a été fait au prix de nombreux sacrifices et privations. Afin de cristalliser et de pérenniser la reconnaissance de la nation envers ses enfants qui, sous le drapeau, sont tombés sur le champ d'honneur sur plusieurs fronts à travers le pays. Un monument sera érigé en leur souvenir. Seront également honorés par cette œuvre les individus de différentes nationalités, ainsi que les populations civiles qui, en dépit des services et au risque de leur vie, se sont comportés en véritables défenseurs de la patrie. Quelle que soit la satisfaction légitime que nous procure ce haut fait d'armes, restons vigilants, car l'ennemi nous guette et n'a pas encore lâché prise. Mes chers compatriotes, comme en témoignent notamment les massacres et l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, c'est dans la douleur que la nation congolaise a été enfantée. Pour que notre pays acquiert sa souveraineté et que son peuple retrouve sa dignité perdue, des torrents de sang et des ruisseaux de larmes ont baigné son sol et marqué la mémoire collective. Puisse-t-il, quelles que soient nos peines, quelles que soient nos divergences de vues, féconder et entretenir à chacun de nous l'engagement de ne jamais trahir le Congo. La souveraineté de notre pays et la dignité du peuple congolais ne se marchandent pas. Il en est de même de notre indépendance et de notre liberté. Elle mérite plutôt tout le sacrifice, les préserver à tout prix et donc, pour chacun de nous,
un devoir citoyen. Ayons confiance en nous-mêmes et en notre capacité à gérer notre destin. Faisons en toutes circonstances preuve de solidarité et de cohésion nationale. Et le succès que nous escomptons pour l'avenir de notre pays sera certainement au rendez-vous. C'est le lieu pour moi de réitérer notre message de compassion à nos concitoyens rentrés au pays dans des conditions qui révoltent la conscience humaine et que nous avons tous déplorées. C'est aussi celui de rappeler à tous nos compatriotes vivant à l'extérieur du pays que la terre de nos ancêtres est grande et fertile et qu'elle dispose des potentialités nécessaires à l'épanouissement d'un chacun. Je les encourage à revenir prendre leur place au sein d'un Congo en pleine croissance, d'une société congolaise en mutation et contribuer ainsi au développement du pays dans la paix et la sérénité. Mes chers compatriotes, le rêve d'un Congo prospère auquel nous aspirons ne peut être réalisé qu'au prix des efforts sans cesse renouvelés. Il y a peu ont eu lieu les concertations nationales, où nous avons pris à nouveau conscience de la primauté de l'intérêt général et convenu, en conséquence, des mesures appropriées pour travailler à l'unisson à l'œuvre de reconstruction nationale. Je réaffirme mon engagement d'accélérer la mise en œuvre de recommandations de ces assises, de façon méthodique, mais en évitant toute précipitation. J'exhorte par ailleurs chacun de nous, acteurs politiques, opérateurs économiques, de la société civile et autres organisations de masse, à travailler au rassemblement du peuple congolais autour de notre volonté commune de raffermir le lien national, d'assurer la défense et la sécurité du territoire national, de consolider la paix et la stabilité, de mieux encadrer notre jeunesse et de promouvoir une économie nationale forte et génératrice de dividendes pour le plus grand nombre. Il va sans dire que, chemin faisant, nous veillerons ensemble à la consolidation de notre jeune démocratie, que nous avons tous l'obligation de mettre à l'abri des dérapages auxquels pourrait l'exposer toute précipitation. Je demande donc à notre peuple de ne pas céder au chantage et d'appuyer toutes les institutions de la République, notamment la Commission électorale nationale indépendante, qui a reçu la mission d'organiser les élections dans un climat apaisé. Mes chers compatriotes, l'avenir de notre pays dépend avant tout de nous-mêmes, de notre responsabilité et de notre capacité à nous prendre en charge. Il est plus que temps que nous sachions donner à notre pays le meilleur de nous-mêmes et de ne toujours pas attendre qu'il fasse tout pour nous à notre place. Consolider l'état de droit, mais aussi faire de la société congolaise une société de devoirs, et donc le défi que nous sommes appelés à relever. C'est aussi le sens de la nouvelle citoyenneté à laquelle nous sommes interpellés. Le défi
nous les avons toujours relevés, et avec succès. Parce que depuis une quinzaine d'années, notre pays est passé par les moments difficiles que nous avons courageusement surmontés. Quand l'unité nationale et l'intégrité territoriale ont été mises en mal, nous avons su, en nous mettant ensemble, réaliser la réunification du territoire national. Face à l'insécurité récurrente qui, pendant plusieurs années, a miné certaines parties de notre pays, nos forces armées et de sécurité ont remporté une victoire éclatante sur l'ennemi et rétabli l'ordre et la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Pour mettre fin aux incertitudes sur le plan politique, nous avons organisé et tenu les élections successivement en 2006 et 2011, consolidant ainsi notre jeune démocratie. Grâce aux efforts et aux nombreux sacrifices consentis par nous tous, le désordre que connaissait depuis belle lurette notre économie, avec une inflation à 3 chiffres et une dépréciation continuelle de notre monnaie nationale, ne sont plus que de vieux souvenirs. Ces différents défis relevés constituent des acquis. Ils doivent nous conforter dans nos efforts en cours à poursuivre la reconstruction nationale par les grands travaux, l'amélioration des conditions de vie sociale, la réforme de l'administration publique, le redressement de notre appareil judiciaire, ainsi que l'assainissement de nos finances publiques. Pour ma part, je m'engage à continuer à œuvrer inlassablement pour l'émergence de la République démocratique du Congo. À chacun de nous de prendre la mesure des efforts à fournir et de travailler afin que notre pays soit plus beau qu'avant. Bonne fête de l'indépendance à tous. Que Dieu bénisse notre pays. Je vous remercie. Plusieurs pays ayant la langue française en partage et d'autres pays du monde viennent de participer à la 25e session du Forum Crans-Montana. Parmi eux, Monténégro, le Burkina Faso et le Burundi, à leur tête, leur chef d'État. La République démocratique du Congo était aussi de la partie par le canal de la représentante personnelle du chef de l'État à la francophonie, Isabelle Tchombe, qui a conduit la délégation de son pays à ses assises. Elle était l'invitée spéciale du programme Africa Women's Forum Crans-Montana, aux côtés de la présidente de Malte et des 4 premières dames du Burkina Faso, de l'Afrique du Sud, de Monténégro et celle de l'État des Rivers du Nigeria. Au cours de ces programmes, Isabelle Machik Tchombe a mis en exergue le dynamisme de la femme congolaise dans l'économie de la RDC à travers son travail dans l'informel et sa participation aux élections. Elle a toutefois souligné les retards dans l'application de la loi sur la parité et la faible représentativité des femmes dans les institutions. Cette tribune était aussi saisie des viols des femmes dans l'Est de la République et autres violences subies par les ressortissantes de la RDC expulsées du Congo-Brazzaville. Isabelle Machik Tchombe a appelé à la restauration de la dignité de la femme en RDC, un message bien accueilli au Forum des Crans-Montana destiné aux problèmes des femmes dans la société africaine moderne et islamique.
25 millions de femmes dans le monde ont du mal à lire et à écrire et 36 millions de filles sont privées d'éducation. Les femmes exercent plus que les hommes des métiers précaires, dangereux, sans protection sociale. Elles continuent d'être victimes des violences et d'atteintes aux droits humains, cela de manière disproportionnée. L'éducation est l'une des clés de leur émancipation et en ayant accès à une éducation de qualité, ces dernières sont plus à même d'avoir un travail rémunérateur, de soigner leurs enfants, de participer aux décisions du ménage et à leur tour de scolariser leurs filles. Autonomiser les filles et les jeunes femmes n'est pas seulement l'un des plus grands défis moraux de notre génération, c'est aussi une nécessité pragmatique. Tant que nous n'aurons pas remédié aux racines des inégalités entre filles et garçons, notamment en donnant accès aux filles sur un pied d'égalité à une éducation de qualité, le monde continuera de passer à côté des énormes opportunités de changement et de croissance offertes par l'éducation des filles et des femmes. Les mariages d'enfants concernent une fille sur 8 en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud et de l'Ouest. Une fille sur 7 donne naissance à un enfant dès l'âge de 17 ans. L'éducation peut donner la parole à ces filles et leur permettre de s'exprimer sur leur choix de vie. Notre nouvelle analyse démontre que si toutes les filles bénéficient d'une éducation primaire, il y aurait une diminution de 14% des mariages d'enfants et que si toutes les filles suivaient des études secondaires, il y aurait une diminution de 64% des filles soumises au mariage à un âge où elles devraient encore être à l'école. L'éducation aide également les filles et les jeunes femmes à résister aux contraintes sociales injustes et accablantes régissant ce qu'elles peuvent faire ou ne pas faire. Au Pakistan, par exemple, seuls 30% des femmes qui n'ont pas été éduquées estiment qu'elles ont leur mot à dire sur le nombre d'enfants qu'elles auront. Cette proportion grimpe à 63% parmi les femmes qui ont suivi un premier cycle du secondaire. En termes pragmatiques, également, améliorer l'alphabétisation des filles et des jeunes femmes procure d'énormes avantages économiques. Tant que le nombre de filles scolarisées ne sera pas égal à celui des garçons, il y aura toujours beaucoup plus de femmes qu'hommes analphabètes et beaucoup moins de femmes occupant des emplois stables et bien payés. Lorsque les dirigeants du monde se réunissent à New York pour tenter de déterminer pour quelles raisons les objectifs du millénaire pour le développement demeurent hors d'atteinte, ils doivent se focaliser sur la formidable capacité de l'éducation à transformer la vie des gens. Notre analyse apporte la preuve que les filles éduquées sont nettement plus susceptibles d'être en mesure de protéger leurs enfants contre les maladies évitables et d'éviter la malnutrition pendant les premières années de leurs enfants. Au moins 12 millions d'enfants, soit un quart du nombre total actuel, sont affectés par ce problème, pourraient échapper à la malnutrition si toutes les mères du pays pauvre bénéficiaient d'une éducation secondaire. La malnutrition n'est donc pas uniquement une question d'alimentation, mais aussi de scolarisation et de compétences de base en lecture, écriture et calcul. De même que l'autonomisation des filles grâce à l'éducation fait partie intégrante de la solution à apporter à la malnutrition des enfants, aux maladies et à la mortalité, l'éducation joue également un rôle crucial en permettant aux femmes de choisir combien d'enfants elles veulent avoir et d'espacer les naissances. Offrir une fille non éduquée d'Afrique subsaharienne une éducation secondaire, par exemple, permettrait de faire passer le nombre de naissances par mère de près de 7 à 4. Offrir aux filles une éducation de qualité leur permet aussi de devenir suffisamment confiantes en elles-mêmes pour s'attacher de manière résolue à ceux qui sont au pouvoir et de mettre un terme aux profondes inégalités qui existent encore dans le monde entier et dont souffrent les filles et les femmes. L'inégalité des sexes et l'éducation fait rarement la une des journaux. Cependant, les preuves rassemblées par l'équipe du rapport mondial de suivi démontrent clairement que lorsque ces inégalités sont éliminées, les filles et les jeunes femmes éduquées continuent d'améliorer leurs propres perspectives ainsi que celles de leur famille et de leur communauté. Alors que s'approche l'échéance des objectifs du millénaire pour le développement et des objectifs de l'éducation pour tous et que nombre d'entre eux sont loin d'avoir été atteints, les dirigeants du monde doivent se souvenir de cette simple vérité. L'éducation transforme les vies. Violence conjugale, brisons la loi du